Donc, merci d'être là pour ce Cloud Room concernant le Kubernetes d'entreprise. Nous allons voir ensemble comment nous voyons le déploiement d'un environnement Kubernetes en entreprise, un environnement qui soit production ready, parce qu'en entreprise, on ne peut pas se permettre d'avoir juste un seul nœud d'un environnement Kubernetes. Il va falloir mettre en place toutes les bonnes pratiques qui vont vous permettre d'avoir un environnement sécurisé, isolé, hautement disponible pour garantir le workload que vous allez fournir à vos clients ou bien fournir à votre équipe. Donc, chez Cloud Inspire, nous sommes un accélérateur de cloud et nous avons pour mission de démystifier le cloud, de le rendre accessible à tous. Et nous avons pour ce deux piliers. Le premier pilier est la partie technologie, où nous apportons vraiment tout l'outillage et toute la technologie pour pouvoir mettre en place toute une infrastructure cloud de bout en bout en gérant le stockage, la partie réseau, la partie applicative, avec la partie infrastructure, tout cela dans une plateforme que nous appelons la Cloud Factory, qui va apporter aussi des outils de supervision et de gestion de backup pour vous donner une résilience et puis une visibilité sur le workload que vous fournissez en tant que fournisseur d'accès cloud ou bien fournisseur d'accès Internet ou bien ISP ou bien opérateur dans le domaine de l'informatique, vous serez amené à travailler avec des infrastructures on-prem et c'est ce que ou bien des infrastructures sur le cloud public. Et là, nous apportons tout l'outillage pour vous permettre de faciliter ce procédé, avoir comment dire, le système qui va vous permettre de gérer en toute simplicité votre workload, que ce soit sur l'infrastructure on-prem ou bien que ce soit sur l'infrastructure publique, le cloud public, ou bien fusionner les deux dans une seule vue d'ensemble. Donc, c'est ça que nous appelons la Cloud Factory qui va vous permettre de faire ce gap-là en un temps record parce que nous l'avons expérimenté et c'est notre outil que nous utilisons pour nous, pour faire notre cloud à nous. C'est une suite de solutions qui sont open source, entièrement open source, dont vous pouvez modifier, améliorer, l'adapter à vos besoins. Et l'un des aspects sur lesquels nous mettons l'accent, c'est plus la partie human touch, la formation, la montée en compétence de l'équipe, parce que le cloud ne peut pas se faire tout seul, ça se fait en équipe, et l'équipe doit être au courant de tout le process pour avoir la bonne intégration, la bonne compréhension, tant bien même, tant la partie technique que la partie communication, parce que c'est important de communiquer autour des projets cloud, et c'est dans ce sens-là que nous faisons des formations des one-on-one pour changer le paradigme, la vision des personnes. Et aussi, nous faisons aussi des cloud rooms, notamment tous les jeudis, et nous faisons aussi des conseils en transformation digitale. Donc, c'est quoi la Cloud Factory? La Cloud Factory, c'est un ensemble d'outils open source qui vont vous permettre de gérer de façon transverse plusieurs hyperviseurs, du VMware, du KVM, du LX et du Firecracker, en gérant les conteneurs comme les machines virtuelles avec la même simplicité. Et nous déployons des outils euh, comme du Terraform, de l'Ansible, du Docker, du Kubernetes que nous allons voir aujourd'hui et comment nous l'intégrons. Et nous gérons aussi le réseau, le stockage avec une suite d'outils entièrement open source comme le GitLab pour gérer toute la partie code, la partie OpenNebula, FreeIPA, le Netbox, le Keycloak, le HashiCorp et puis le Arbor. Tous ces outils-là, vous pouvez vous rapprocher de nous, bien prendre rendez-vous si vous voulez avoir une meilleure démonstration, une meilleure fonctionnalité, une meilleure présentation de toutes les fonctionnalités de la Cloud Factory. L'architecture de la Cloud Factory est une architecture distribuée pour garantir la sécurité et la résilience de la plateforme parce que nous pouvons fonctionner dans un mode de fédération pour euh, gérer une haute disponibilité du moins des infrastructures que nous gérons, que ce soit les data centers, les infrastructures en edge ou bien en bare metal. La liste des fournisseurs que nous sommes capables de gérer, déployer des serveurs sur du Google, Amazon, du Scaleway. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de fournisseurs que nous pouvons gérer avant la fin de l'année. Donc aujourd'hui, notre Cloud Room va concerner le Enterprise Kubernetes as a Service on-premises et en Edge. Donc, en quoi cela va consister? Les objectifs que nous allons nous fixer d'abord, c'est qu'est-ce que c'est que le Kubernetes en entreprise? Qu'est-ce que c'est que lorsqu'on va parler de la partie as a service?
ce sera de quoi est-ce qu'on parle, quels sont les différents composants de notre environnement Kubernetes. Nous allons déployer un Kubernetes en mode pratique lorsqu'on partira à la partie console et nous allons faire du moins la partie scale-up et scale-down pour ajouter de nouveaux nœuds, gérer en quelque sorte le cycle de vie de notre environnement Kubernetes. L'objectif, c'est de pouvoir mettre en place une infrastructure, même pour les novices, pour qu'ils soient à l'aise dans la gestion de leur infrastructure Kubernetes sans avoir même toute la connaissance technique de sa mise en place. Parce que je ne vous cache pas que le Kubernetes tout seul, comme étant un composant isolé dans un mono-cloud, dans un mono-nœud, c'est facile, mais lorsque vous le mettez en environnement entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ce que nous apportons comme solution clairement. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par la genèse du Kubernetes. Moi, je dirais que à l'origine, les développeurs, au début, sont ceux qui ont apporté cette notion de Kubernetes. Mais on reviendra dessus. Tout d'abord, ils ont commencé par créer des applications et ce sont les sysadmins qui avaient pour mission de les mettre en production, de gérer la montée en version, de maintenir les applications, de s'assurer de la sécurité, garantir l'isolation et la montée en charge. Pour ceux qui ont déjà eu l'expérience, je vous assure que c'est pas très joyeux. Parce que les développeurs, ils faisaient les applications dans leur coin et puis vous donnent la responsabilité de la mettre en production. Et maintenant, vous devez gérer, vous, les dépendances, les montées en version, les incompatibilités avec le système sous-jacent et c'est vous qui devez mettre en place tout cela. Et surtout, si ça ne fonctionne pas, vous êtes le responsable parce que vous, en tant que sysadmin, vous êtes celui qui a mis le service en production. Le développeur vous dira, j'ai besoin de plus de mémoire et ce n'est pas la bonne version de librairie que je dois utiliser. Et c'était à vous de vous démerder avec toutes les contraintes de sécurité que vous avez pour trouver la bonne librairie. Surtout, vous vous assurez que vous ne cassez rien en mettant en place sa solution à lui. Et c'est dans cette première approche que la solution a été d'abord de mettre en place des machines virtuelles. Les machines virtuelles sont venues soulager un tout petit peu les développeurs, les architectes et les sysadmins. Les machines virtuelles vont apporter de l'isolation, vont apporter tout un environnement de virtualisation pour que les services et les applications soient déployés dans les machines virtuelles. Donc, une machine virtuelle par application. C'était simple. Mais sauf que en matière d'empreinte numérique, c'était énorme. Des fois, on se voyait à déployer juste pour une petite base de données Redis, une machine virtuelle. En plus, c'était compliqué parce qu'il fallait, pour les mises à jour, vous assurer que vous mettez à jour l'OS et l'application. C'était pas évident et il fallait mettre à jour tout cet ensemble et surtout vous assurer que toutes les machines virtuelles, non seulement elles vont consommer du CPU, de la mémoire et du disque, peut-être pour tourner juste une petite base de données. Donc, c'était très compliqué et il fallait trouver une autre solution. Et la seconde solution a été la mise en et l'arrivée des conteneurs. Les conteneurs en soi ne sont pas une nouveauté parce qu'à l'époque, il y avait déjà les BSD jail qui permettaient de faire de l'isolation des conteneurs à l'époque. Et Docker et les LXC et les XD sont venus vulgariser cette approche parce que les jails étaient plus destinés aux administrateurs système parce que c'était eux qui mettaient en place des environnements isolés pour déployer et exécuter des process. Maintenant, Docker est venu vulgariser avec le LXC et le LXD, vulgariser l'environnement des conteneurs où maintenant le développeur lui-même peut gérer lui-même ses infrastructures, ses composants. Et ça a été le sort fulgurant de tout ce qu'on appelle les microservices. Donc là, ça a permis de shifter la responsabilité des applications sur les développeurs. Donc, ils peuvent développer, packager, exécuter leur environnement partout. Et les sysadmins avaient juste pour mission de gérer les artefacts, les images qui sont mises à leur disposition et doivent s'occuper du cycle de vie des conteneurs qui sont déployés, leur montée en version, la montée en charge et assurer la sécurité.
Bref, c'était moins compliqué, mais c'était jouable. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y avait eu de plus en plus de conteneurs, de plus en plus d'environnements à gérer. Et là, ça devenait compliqué. Et comment gérer les patchs de mise à jour, comment s'assurer que les conteneurs tournent sur le bon serveur avec avec la bonne version, comment gérer le mode opératoire, parce que gérer un conteneur, ce n'est pas pareil comme de gérer une machine virtuelle. Le mode opératoire change. Les conteneurs sont par définition immuables, donc on ne peut pas rentrer dans un conteneur et le modifier, il faut le reconstruire dans les règles de l'art pour pouvoir le redéployer. Comment gérer le cycle de vie de tous ces environnements, ça devient un peu complexe. Si vous gérez un petit environnement, c'est jouable. Mais lorsque vous allez commencer à gérer des millions de conteneurs, parfois, il vous faudra trouver une solution qui va vous aider à gérer et à orchestrer tout cela. Parce qu'à l'époque, c'était l'administrateur qui orchestrait. Donc, il fallait trouver une solution pour orchestrer ces environnements. Et ça a été l'avènement de ce qu'on appelle les orchestrateurs de conteneurs. Il y a Mesos, il y a Docker Swarm et puis il y a Kubernetes. Mesos a été développé par Apache, c'est une solution open source Apache. Docker Swarm par la société Docker Inc. Et Kubernetes a été développé par Google. Dans la bataille des conteneurs, des orchestrateurs de conteneurs, c'est Kubernetes qui a remporté la bataille. Il s'est imposé comme étant le leader incontournable par sa simplicité et surtout par son intégration à un maximum de composants. Donc, les infrastructures ont commencé même à adopter le Kubernetes comme étant élément sous-jacent de leur système de fonctionnement parce que le concept de Kubernetes est un concept assez unique où il se repose sur des conteneurs en tant qu'orchestrateur de conteneurs lui-même. Donc, c'est un système qui est assez bien pensé et aujourd'hui qui remplace la plupart des outils d'orchestrateurs de conteneurs. Kubernetes, ce sera l'élément référence lorsque vous allez parler d'orchestration de conteneurs. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas, nous passons à la Cloud Factory. Comment est-ce que nous gérons le Kubernetes dans la Cloud Factory? L'un des challenges que nous avons, surtout lorsqu'on met en place un environnement Kubernetes, c'est l'isolation. Comme quoi, toute solution, quel que soit son avantage, vient toujours avec son lot de challenge. Kubernetes va permettre nativement de créer ce qu'on appelle les namespaces pour gérer les workloads et gérer le multi-tenancy. Mais sauf que lorsque vous avez plusieurs environnements, isoler les environnements de façon, euh, comment dire, par des quotas et par des namespaces peut s'avérer très compliqué et très difficile à maintenir. Donc, il faut trouver une autre solution, une autre approche. Est-ce que vous allez créer des micro-clusters? Est-ce que vous allez créer des environnements, des clusters pour gérer chaque environnement? Oui. Maintenant, comment est-ce que vous gérez, si vous êtes en environnement multi-cloud, comment est-ce que vous gérez l'ensemble de ces clusters-là de façon la plus simple possible? Donc, il va falloir trouver soit une solution avec des outils qui vont vous orchestrer tout un cluster, mais souvent ces environnements ne sont pas très scalables dans le temps. Il y a OpenShift, il y a KubeSpray, il y a KubeADM que vous pouvez utiliser vous-même, qui sont des outils. Mais le challenge, c'est comment vous assurer que lorsque les développeurs vont faire leur code dans leur coin, vous allez pouvoir récupérer sans difficulté tout ce qu'ils ont fait et pouvoir l'interpréter et l'exécuter dans votre environnement Cube, sachant que chaque développeur pourra mettre dans son environnement des composants qui lui sont propres. Donc, il va falloir garantir quand même que chaque système que vous intégrez intègre les mêmes composants que le développeur a utilisés. Souvent, c'est des composants qui lui sont spécifiques et il va falloir trouver le moyen de pouvoir gérer tout cela. Alors, nous apportons une solution qui va nous permettre d'automatiser le process de multi-cloud où nous pouvons déployer de façon simple tout un cluster Kubernetes
et le pouvoir le gérer à haute échelle. Avoir le même mode opératoire et pouvoir déployer un cluster de 5 nœuds, de 10 nœuds, enfin de 8 nœuds, 9 nœuds, et de pouvoir le scaler au besoin. D'avoir un seul point d'entrée où nous pouvons gérer la charge de travail et gérer les workloads tout en minimisant le nombre d'interfaces que nous devons utiliser. Donc, à partir d'un seul point d'entrée, nous pouvons centraliser toute la gestion de nos flows en garantissant, bien sûr, la scalabilité, l'isolation et la montée en version. Qu'on déploie sur Amazon ou bien qu'on déploie sur du Azure ou bien sur l'infrastructure on-prem ou bien chez un fournisseur de votre choix, vous devez être capable de pouvoir gérer tout cela en toute simplicité. Et nous offrons une fonction qu'on appelle Kubernetes as a Service qui va permettre de créer pour chaque utilisateur de la plateforme de la Cloud Factory son environnement Kubernetes automatisé. Il déploie, il crée son environnement, il donne un nom à son cube, le nombre de nœuds qu'il a envie de déployer, donne les paramètres réseau, et on lui construit en moins de 5 minutes tout son environnement qui est prêt à être utilisé. Donc, nous avons la sécurité qui est intégrée, ce qui va permettre de gérer par pool ou bien par lot l'isolation. Chaque environnement est isolé parce il sera le fruit de plusieurs machines virtuelles qui vont former ce cluster. Donc, comme les machines virtuelles, par essence, vont apporter l'isolation que nous voulons, si la machine virtuelle arrive à saturation, il va falloir ajouter un nouveau nœud. Donc, ce qui permet d'isoler chaque workload dans son process. Nous sommes en mesure de déployer rapidement sur différents fournisseurs de notre choix le même procédé et la même façon de déployer. Donc, on peut déployer sur les fournisseurs que je vous ai montré tout à l'heure, Amazon, Azure, Google, on-prem, um, OpenStack, Proxmox, vos serveurs VMware avec la même procédure. Et cela vous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle le vendor lockout. Donc, vous ne dépendez pas d'un fournisseur qui va vous orchestrer votre conteneur parce que vous l'orchestrez vous-même. Et vous pouvez choisir le fournisseur de votre choix. Donc, l'environnement de Kubernetes que nous déployons est un environnement qui est CNCF Certified. Donc, ça veut dire qu'il est production ready. Donc, nous utilisons du SUSE Rancher RKE2 et nous sommes capables nous déployons pour chaque installation de l'environnement un VNF, c'est-à-dire le Virtual Network Function, qui va nous permettre de faire le load balancer pour gérer le control plane et gérer le trafic entrant. Et nous allons déployer un master, des nœuds de master, qui sera la partie API. Parce que pour la petite histoire, lorsqu'on parle de cluster Kubernetes, c'est un ensemble de plusieurs composants. Nous avons la partie master qui va gérer ce qu'on appelle le desire state des différents conteneurs. Desire state, c'est l'état voulu. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre environnement Kubernetes? euh, Combien de machines vous devez, enfin, combien de conteneurs vous voulez gérer? Quelle est la charge de quota que vous voulez appliquer à chaque conteneur? Le nombre de réplicas que vous voulez mettre en place et sur quelle instance vous voulez avoir ces conteneurs. Ces conteneurs, cette partie-là est gérée par la partie master. Maintenant, derrière, vous avez la partie worker qui va gérer tout le workload qu'il faut, notamment l'exécution proprement dit des tâches d'opération. Et en dernière position, vous avez la partie stockage qui va gérer maintenant toute la partie stockage où sont les données qui seront persistantes parce qu'un conteneur a une durée de vie qui est volatile, mais ce n'est pas pareil comme les données qui ont besoin de persistance. Il y a deux types de données que vous gérez lorsque vous êtes dans un environnement cube. Il y a les données qui sont de type persistante et de type éphémère. Les données de type persistant sont les données qui ont besoin d'être gardées lorsque le conteneur
qui a par essence une durée de vie qui est éphémère disparaît et on remplace ça par un nouveau. Donc, il doit pouvoir toujours récupérer les données et continuer à fournir la ressource qu'il faut sans interruption de service. Donc, les données doivent rester persistantes et cette partie-là est gérée par la partie stockage. Nous utilisons pour gérer la partie stockage de Longhorn, qui est un système de stockage distribué qui va permettre de répartir la charge entre les différents nœuds. Donc, lorsque nous déployons notre environnement Kubernetes à ces services, nous déployons les VNF et les masters, les workers et les storage. Et c'est le cluster Kubernetes sera formé par l'ensemble de ces trois rôles. Le quatrième rôle va servir de load balancer pour balancer les charges entre les différents composants. Dans un premier temps, lorsque nous déployons l'environnement Kubernetes, le cluster, il n'est pas en haute disponibilité. Donc, il viendra avec un nœud master, un nœud worker, il ne viendra pas avec de nœuds de stockage. Maintenant, la fonction que nous avons intégrée dans la plateforme va nous permettre d'avoir de la scalabilité. Il va nous permettre de dire, de passer d'un nœud master à trois nœuds master parce qu'il faut toujours rester en nombre impair pour avoir le quorum dans la prise de décision sur quelle machine doit faire une action. Donc, pour la haute disponibilité, nous allons toujours avoir en tête les nombres impairs pour garantir le bon fonctionnement du quorum. La partie worker sera déployée aussi avec une seule instance que nous pouvons aussi scaler. Et la partie stockage sera avec 0 instance que nous pouvons scaler et va s'instancier automatiquement. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on passe à la haute disponibilité. Comment est-ce que nous gérons la haute disponibilité dans l'environnement Kubernetes que nous déployons? La haute disponibilité est gérée par euh, le Keep Alive Day, qui va nous permettre d'avoir une adresse IP virtuelle qui va être le point d'entrée pour gérer le trafic entre les différents VNF. Donc, les VNF, on peut les déployer, on peut aussi les scaler autant de fois que nous voulons, mais ils vont tous partager une même adresse IP, qui sera une adresse IP virtuelle, qui va nous permettre d'avoir la charge qui va basculer entre les différents instances. Et maintenant, ce sont les VNF là maintenant qui vont après envoyer le trafic vers les bons masters en dessous. La partie stockage. La partie stockage est la partie la plus importante lorsqu'on fait l'environnement Kubernetes ou bien les environnements éphémères parce que cela permet d'avoir une continuité de service et de ne pas perdre des données, surtout lorsqu'on va commencer à manipuler les bases de données. L'outil que nous utilisons pour gérer la partie stockage sera le Longhorn, qui va, pour chaque nœud, va déployer un réplica sur chaque instance que nous déployons pour garantir la persistance des données. Donc, lorsque nous allons perdre un nœud, nous avons la possibilité, comme vous l'avez vu, de pouvoir récupérer une partie du nœud, une partie de la donnée sur un autre nœud. C'est comme si on faisait du RAID, mais au niveau disque. Cela nous permet vraiment de garantir une certaine disponibilité des services et de la donnée sur l'ensemble du cluster. Nous allons toujours fonctionner par un lot de 3, ce qui permettra ce qui nous permettra de garantir la haute disponibilité. Le load balancer est la partie ingress. Le load balancer va nous permettre de basculer les trafics entre les différents services pods. Les pods sont les unités de service, le plus petite unité de service dans un environnement Kubernetes. On l'appelle le pod. Donc, le pod, ce sera l'unité qui va exécuter un service. Ce service, ça peut être
une base de données, ça peut être une application web, ça peut être un serveur messaging queue, ça peut être comment dire, euh, ça peut être un API que nous exposons, et ainsi de suite. Donc, le service, le pod va exécuter ce conteneur-là et du moins, va exécuter un ensemble de conteneurs et le service sera l'unité de l'abstraction du service fourni par ce pod. Donc, le load balancer, lui, va choisir le pod qui est disponible et de là, il va envoyer le trafic là-dessus. Donc, comme load balancer, nous allons utiliser le Metal LB, Metal Load Balancer, et qui peut supporter de l'ARP, du Layer 2 et même du BGP si vous voulez faire comment, du traffic engineering et avoir plusieurs sites et basculer le trafic en plusieurs sites. Les mises à jour se feront avec la version de SUSE Rancher Kubernetes Engine 2 qui va permettre de mettre à jour le, tout le, euh, tous les clusters avec un procédé assez simple qui est très documenté, qui va permettre de passer à la version 1.27, à la version 1.28 ou bien à la version 1.29 au besoin. Mais nous déployons dans notre cas la version 1.27 qui est la version, la long-term support euh, pour l'environnement Kubernetes. L'architecture de l'environnement que nous allons mettre en place. Pour nous, la sécurité reste toujours de mise. Et la sécurité pour nous, c'est avoir notre environnement en edge computing toujours protégé par une plaine de sécurité qui va nous permettre d'exposer uniquement les services que nous voulons exposer et d'avoir la sécurité de façon transverse, horizontale, pour empêcher la propagation de virus ou bien de trafic non autorisé. Donc, nous allons toujours rester dans cette configuration où nous protégeons toutes nos infrastructures toujours par une appliance de sécurité, OpenSense, que nous allons utiliser, et avoir en dessous toute la partie applicative qui sera déployée au sein des différents réseaux que nous pouvons aussi protéger. Mais rien ne nous empêche de le faire directement sur vos instances et puis exposer directement vos serveurs Ingress, ce que nous personnellement, nous ne recommandons pas parce que ce serait bien toujours de protéger par la plainte de sécurité qui a sa fonction. Ces genres de pratiques comme ça permet de protéger aussi contre des attaques DDoS et d'avoir une sécurité embarquée. Donc, ce dont on aura besoin pour la partie démo, on aura besoin d'un serveur physique. Ça peut être un serveur dans votre data center, un serveur bare metal chez vous, votre Intel NUC à la maison ou un serveur chez un provider Oracle, Amazon, Google ou bien One Provider Scaleway. Nous aurons besoin d'une adresse IP principale qui servira d'adresse IP de management à l'infrastructure, une adresse IP de failover qui nous servira d'adresse de firewall pour protéger la place que nous allons déployer, un nom de domaine pour avoir un nom, et la partie, il nous faudra en effet la Cloud Factory, qui sera notre outil de prédilection pour déployer, automatiser le déploiement en environnement Cube. Donc, sur le réseau de Paris, où nous avons déployé notre instance, nous avons l'adresse IP du firewall, enfin, du moins, qui est à 62.210.141.117/32. Et la patte interne est en réseau 172.16.100.1/24. Et le cube lui-même sera encore dans un environnement isolé pour protéger tout le trafic du cube. Donc, vous pouvez avoir autant d'environnements isolés que vous voulez pour protéger vos masters, vos workers et vos storage. On les mettra dans un environnement isolé pour vraiment protéger tout cela. Mais vous pouvez aussi les mettre dans le même réseau. Mais l'idéal, c'est de le protéger et de ne le laisser entrer que par la partie VNF qui servira de ingress pour accéder à vos à vos différentes instances. Dans notre cas, nous allons déployer un ingress avec la VIP qui aura l'adresse 172.16.100.254 et nous allons déployer un Metal LB, load balancer, pour les services qui auront besoin d'un accès direct et qui vont fonctionner du 172.16.100.240 au 172.16.100.250.
qui seront les adresses IP qui seront assignées à chaque service qui aura besoin d'avoir une adresse IP pour être accessible. Si cela vous convient, nous allons passer à la partie console. Donc, dans la partie console, là, je vous montre le serveur que nous allons utiliser, qui est le serveur 158.60.224, enfin .24, qui est un serveur chez Scaleway, qui sera le Metal Scaleway 09 que nous allons utiliser. Donc, dans la Cloud Factory, ce serveur a été configuré qui nous permet d'avoir la partie qui est là. Donc, voici la configuration de ce serveur. C'est un serveur qui a 64 cœurs et qui a 128 Go de RAM. Nous avons sur ce serveur, nous avons déjà configuré les adresses IP parce que nous n'allons pas le refaire. Et sur cette adresse, sur cette machine, je vais vous montrer la configuration réseau. Donc, nous avons configuré l'adresse IP du firewall qui est là, qui est l'adresse la 62.210.114.17. Si on revient à la partie console ici, je vous montre lorsque je clique sur le serveur, je vois les caractéristiques de ce serveur-là et je vois les adresses IP qui sont associées. Donc, c'est ce serveur-là que nous allons utiliser le firewall va protéger le serveur en entrée et nous allons pouvoir déployer sur le réseau interne la partie cube où nous avons prévu d'avoir les adresses de type 10.0.0.0/24. Donc, la première adresse prendra la .1 et nous avons prévu jusqu'à l'adresse 100. Le réseau interne sera sur le réseau guest qui partira du 172.16.100.100 jusqu'au point 50, enfin jusqu'au point 149. Comme ça nous permet d'avoir les adresses de type 254 comme adresse de VIP et les load balanceurs aussi associés pour éviter la collusion. Donc, nous avons dans la Cloud Factory l'appliance du Kubernetes comme étant une image que vous pouvez télécharger, notamment dans la partie Marketplace. OneKE, qui est là, le service VNF, le service RKE, OneKE, qui est là, que vous pouvez soit avoir en mode direct, c'est-à-dire en mode où il télécharge toutes les mises à jour depuis Internet, ou en mode air-gap, lorsque vous voulez le déployer dans un environnement où vous n'avez pas d'accès Internet. Donc, le point A à côté, c'est pour dire que c'est en mode air-gap. Donc, nous avons déjà téléchargé notre instance, qui est déjà là, que nous avons téléchargé dans notre store. Et une fois qu'on le télécharge, il apparaît dans la partie instance service. Et là, dans la partie service, nous allons créer un nouveau service dans lequel nous allons choisir le service de Kubernetes à créer. Donc, nous allons lui donner un nom. On va l'appeler Scaleway Kube 0, tout simplement. Et là, on nous demande de choisir le nombre d'instances à créer, juste une seule instance. Il demande le nom du réseau pour la partie publique. Donc, la partie qui fera face à l'extérieur. On peut avoir le réseau, on peut le mettre directement sur le réseau public ou bien le mettre dans le réseau où nous avons un accès direct. Donc, on le met dans le réseau guest. Donc, il prendra l'adresse du type 172.16.100. quelque chose. Et on spécifie maintenant dans la partie private une demande de choisir quel est le réseau pour la partie privée. Donc, nous allons choisir la partie cube qui est là, qui va partir de l'adresse 10.0.0.1 jusqu'au point 100. Et maintenant, il demande maintenant quels sont les paramètres additionnels, notamment l'adresse VIP l'adresse VIP
du cube que nous sommes en train de configurer. Donc, nous allons lui mettre l'adresse 172.16.100.254 que nous avons choisi. La gateway, je vais la laisser vide pour qu'elle le fasse automatiquement. Donc, une demande certaines opérations concernant le supervisor du RKE2, l'API serveur, le certificat que nous voulons utiliser. Si nous voulons utiliser, nous allons mettre aussi des certificats si nous voulons avoir des noms customisés. La partie Multus, pour ceux qui ne savent pas, le Multus, c'est le multiplexeur qui permet d'avoir sur une interface plusieurs adresses, enfin sur un pod, quatre réseaux pour pouvoir avoir un gros trafic de données. Donc, nous n'allons pas le faire, donc ce n'est pas la peine de l'activer. Nous avons plusieurs modes de support pour la partie réseau. Donc, il y a le Cilium, il y a le Calico, il y a le Canal. Donc, on va garder le Cilium qui va nous permettre de faire du VLAN, du VXLAN. La partie load balancer, le Metal LB, on va demander à activer le Metal LB qui va nous permettre de faire du load balancer. Et on peut, ici, nous demande de mettre le range. Donc, on avait prévu pour le range la 172.16.100. Je me rappelle plus, c'est point 200 jusqu'au point 172.16 point 100 je vais dire 210. Mais je me rappelle plus très bien de ce que j'ai mis à fond. Je pourrais le regarder. C'est 240 jusqu'à 250. De toute façon, j'avais déjà la plage laquelle est. 240 à 250. J'active le Longhorn qui va nous permettre de faire du stockage. Je vais prendre le set de fichiers qui sera du XFS. Je vais activer le trafic pour le ingress. Et je peux laisser les autres paramètres par défaut qui vont me permettre de définir l'API, le port du serveur API pour le ingress en HTTPS, le ingress en HTTP. Je vais activer le DNS, les interfaces DNS, j'active le NAT, j'active la fonction du routeur du VNF et je suis prêt. Et là, je lance mon cube. Et là, il va commencer à déployer mon cube. Donc, le déploiement va commencer très simple. Donc, il va commencer par déployer, comme vous l'avez vu, des rôles. Donc, il va commencer par déployer d'abord la première partie, qui sera le VNF, qui va servir de load balancer et de ingress controller. Donc, lui ce sera une machine virtuelle qui sera déployée. Donc, la machine virtuelle vient d'être déployée. Je peux cliquer dessus. Donc, il prendra l'adresse .100.100 avec la première adresse disponible dans la page interne du réseau des environnements Kubernetes, puisque c'est lui qui fera le pont entre les deux. Et il va commencer à déployer les autres instances. Donc, il va commencer maintenant, le stockage est à 0, au niveau de la cardinalité est à 0. Donc, il ne va pas déployer la partie de stockage dans un premier temps, mais on pourra le scaler après pour qu'il le configure. Donc là, il est en train de déployer le master et nous allons attendre 2 minutes le temps que tout se déploie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et puis à les poser le temps que le système finisse sa configuration. Dani, il y avait Tojo qui avait une question. Oui, C'était, est-il possible de réparer un nœud si, dans le cas où ce dernier s'est arrêté? oui, bien sûr. Nous allons voir aussi comment est-ce que cela va se faire au fait. Nous allons scale down et puis scale up un nœud. Euh, le réparer. Lorsqu'on parle de cloud, on ne va pas passer dans un mode de réparation, mais on va penser dans un mode de remplacement. Ça fonctionne par le remplace. Donc, le système doit être assez mature et assez résilient pour reprendre la place de ce qui a et de ce qui ne fonctionne plus. Donc, on passera moins de temps à remplacer plutôt qu'à réparer. Donc, c'est ça vraiment l'objectif lorsqu'on est en environnement cloud, au fait. Ça ne fonctionne pas. On ne pose pas de la question, on ne cherche pas à savoir, on remplace et après on investigue. Comme ça, il n'y a pas d'interruption de service. Donc là, nous pouvons nous connecter sur le cube déjà.
pour voir ce qui est déployé. Là, nous allons faire du SSH -A pour faire, nous allons faire un jump, c'est-à-dire nous allons nous connecter sur la patte publique comment on dit, du ingress controller pour accéder au contrôleur, au master node. Donc, nous allons faire, pour ceux qui sont des fans, enfin, ceux qui savent utiliser la commande SSH, ce sera dans ce sens, on dira SSH-A pour faire du chaining. Et on va dire que nous voulons faire un saut depuis la 172.16.100.100 vers la 10.0.0.2, si je ne me trompe pas. Le point 2, c'est l'adresse du master. Le point 2 là. Donc, nous allons faire un bond depuis ce serveur-là, à point 100, et accéder à ce master qui est au point 2. Donc là, il me demande de m'authentifier, de me authentifier. Et là, je suis sur la pince au point 2. Maintenant, je peux faire un kubectl get node pour voir les instances qui sont déployées au fait. Donc, je peux faire un O-wide pour avoir une vision beaucoup plus complète de ce qui est déployé. Je ne sais pas si vous voyez tous. Est-ce que vous avez tous fait tous avoir mon écran? Parfait. Donc là, on voit bien que les deux instances sont bien déployées. Donc le master qui a le contrôleur, qui a tout le control plane etcd master et le worker qui est déployé ici. Donc si je rafraîchis ici, je vais me rendre compte que tous mes services ont bien démarré et ce service-là n'est pas démarré parce qu'il est en cardinalité 0. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons demander à déployer une application sur l'environnement Cube pour voir comment ça fonctionne et nous allons faire du scale-up. Donc, nous allons démarrer sur notre cube. Nous allons démarrer un serveur Nginx. Donc, on va faire kubectl. On va demander à ce qu'il démarre une image Nginx sur le port 80. Donc, là, il démarre le port. On peut faire un kubectl get prod pour voir qu'il est en train de construire le cube que nous sommes en train de mettre en place. Là, le cube est opérationnel, donc il est en mode running, et c'est le pod Nginx qui est démarré. Donc là, nous allons créer un fichier dans lequel nous allons exposer ce cube-là que nous venons de créer. Donc, on va créer un petit expose Nginx. Donc, on va créer un petit fichier de définition. Donc, on crée un service qui va fonctionner sur port 80 et nous allons l'exposer sur la route ingress route du port 80. Donc, et il sera repris automatiquement par le ingress controller que nous avons sur le VNF. Donc, pour appliquer cela, nous allons faire le kubectl apply -f expose. Et là, nous venons de créer ce service-là, nous venons de l'exposer. Maintenant, ce service ne sera accessible que par l'interface VIP que nous avons créée, mais pas par son interface publique, mais pas l'interface de l'adresse VIP, ce qui nous permet d'accéder directement à Nginx que nous venons de créer. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut créer un cube qui soit prêt à l'emploi, qui soit production ready. Mais attention, notre version n'est pas encore en mode haute disponibilité. Donc, pour passer en mode haute disponibilité, il va falloir amender cette configuration et la rendre hautement disponible.
Donc, pour la rendre hautement disponible, il va falloir qu'on scale up le master node au moins à 3, le storage à 3 au moins, et le worker à 3. Donc, on va commencer déjà par scaler la partie worker. Donc, on peut scaler ici. Donc, on clique sur scaler ici. Donc, on a pu mettre 3. Et là, vous allez voir que là, il va commencer à créer 3 instances qui sont là, qui va créer automatiquement pour nous. Donc, nous n'avons vraiment rien à faire. Il va les créer, il va les joindre au cluster. Donc, ce qui va étendre la capacité dans le cluster automatiquement. Donc, nous allons juste attendre qu'ils finissent de faire cette opération et nous allons réitérer la même opération pour la partie stockage et pareil pour la partie master et pareil pour la partie VNF pour avoir au moins deux nœuds. Et ça, c'est un service que vous pouvez encore déployer sur d'autres instances avec la même simplicité. Pendant que l'une est en train de démarrer, un autre utilisateur peut relancer un autre service qui fera un autre Kubernetes qui le prendra plutôt aussi sur ce réseau ou bien ou lui peut prendre d'autres réseaux. Lui peut se dire que moi, je vais l'exposer directement et il prendra le réseau guest comme étant son réseau privé. Après, il doit prendre ici au niveau du control plane, il doit prendre une adresse IP publique. Mais ce que nous n'avons pas dans notre cas, si je donne une adresse IP publique, on ne pourra pas y accéder au service directement. Il faudrait que je prenne une adresse IP publique ici. Et je peux prendre les mêmes paramètres, accéder au même trafic ou ne pas activer le trafic cette fois-ci. Et une fois que je suis OK, je lance la création de mon deuxième cube. Voilà. Comment est-ce que je peux autant de fois lancer des services de Kubernetes comme étant un service où c'est le même procédé, la même façon d'opérer qui se déploie autant de fois que nous voulons. Ici, on va se rendre compte qu'il a démarré les 3 workers. Il est en train en fait, de faire le cooldown, c'est-à-dire après chaque montée de scale-up, il y a une partie de cooldown. Il s'assure que tout le trafic s'est propagé dans tout le cluster. Lorsque je vais revenir à la configuration de mon cluster ici, je vais faire le kubectl get node. Je vais voir que j'ai maintenant les 3 clusters que j'ai fait, les 3 nœuds que j'ai ajoutés qui sont des nœuds workers qui sont là. Et pareil, donc si je veux encore ajouter d'autres nœuds master, ce serait de la même manière que on attend juste qu'il finisse ce cooldown. Et là, on peut aussi scaler, ajouter d'autres nœuds master ou bien d'autres nœuds de stockage. Voilà, donc là, il est en master. Là, je peux passer maintenant à la partie master et ou bien la partie stockage. Et je peux scale up maintenant la partie stockage aussi sur 3 nœuds. Et j'aurai des nœuds qui seront entièrement dédiés à la partie stockage qui vont démarrer. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut démarrer, comment est-ce que nous faisons du Cube as a service, surtout du Cube Production Ready, avec toutes les fonctionnalités de haute disponibilité et de gestion de cycle de vie de vos environnements Cube que vous pouvez déployer sur l'ensemble des différents environnements, que ce soit sur du on-prem ou bien que ce soit sur du public ou bien que ce soit sur du hybride. La sécurité sera toujours notre prédilection. Il ne faut jamais négocier avec la sécurité. La sécurité est une obligation. Et notre objectif, c'est de vous apporter des outils qui sont à la pointe, qui vont vous apporter une flexibilité, un mode de gestion optimisé pour que vous passiez moins de temps dans les troubleshooting et que vous vous focalisez sur les services à valeur ajoutée parce que le cloud, nous vous l'apportons à portée de main en fait. Donc voilà.